Mesdames, Messieurs les journalistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au moment de prendre la parole, dire merci à tous les organisateurs de cette séance qui nous permettent de venir parler de notre secteur d'activité en rapport bien sûr avec la lutte contre cette pandémie, le coronavirus. Comme vous le savez, il n'est pas sans intérêt de rappeler que l'économie de notre pays, la Côte d'Ivoire, repose sur l'agriculture qui représente 22% du PIB et plus de 50% des recettes d'exportation et les 2/3 des emplois. C'est pourquoi, au sortir de la crise post-électorale, l'État de Côte d'Ivoire, sur instruction de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a initié le programme national d'investissement agricole pour redynamiser le secteur en réalité avec plus de 3 000 milliards de francs CFA d'investissement. À travers ce vaste programme, la Côte d'Ivoire a réussi à préserver sa sécurité alimentaire. Et vous allez faire le constat que entre 2012 et 2019, notre production vivrière a fortement augmenté. Nous sommes passés de 11 900 tonnes en 2012 à 18 600 000 tonnes en 2019. En ce qui concerne la production des cultures de rente, nous sommes passés de 5 millions de tonnes, toute production confondue, en 2012 à environ 7 900 000 tonnes en 2019. Ce sont ces importants acquis qui sont aujourd'hui menacés par le Covid-19, avec bien sûr des impacts probables sur nos cultures vivrières. À partir de 2020, la mise en œuvre du PNIA devrait booster la production vivrière sur toute l'étendue du territoire national. Les récentes estimations de nos services, attestées par les principaux acteurs du secteur vivrier, montrent que les productions issues des semis de 2019 permettront d'assurer notre sécurité alimentaire jusqu'aux prochaines récoltes. Donc, nous pouvons dire qu'en réalité, il n'y aura pas de pénurie. Cependant, si la crise perdure, les stocks disponibles, y compris les semences même, seront entièrement consommés. Et pour éviter donc cette crise alimentaire, il faut prendre des mesures urgentes et des mesures post-Covid-19. C'est pour cela que nous tenons à saluer le discours mémorable de M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly,
qui a annoncé dans le secteur du vivrier et des produits maraîchers la somme de 50 milliards de francs CFA. Et nous avons donc, par rapport à ce montant, énuméré des urgences qu'il faut prendre. Ces dispositions urgentes et leur stratégie globale de mise en œuvre se résument comme suit. Il faut acquérir des kits agricoles, c'est-à-dire des semences, des engrais, des produits phytosanitaires, outillage agricole, etc. Faire aussi le recensement de tous les sites de production propices avec une bonne répartition géographique sur tout le territoire national. Une fois cela fait, il va être question de distribuer les kits aux groupements de producteurs et à des producteurs individuels disposant de grandes superficies pouvant être mis en œuvre. Appuyer le labour de certains sites de production avec l'utilisation des tracteurs. Encadrer tous les producteurs pour s'assurer de l'effectivité de la production. Et cet encadrement va être fait par l'ANADER. Encadrer aussi la récolte et la mise en marché des produits pour s'assurer qu'elles sont prioritairement consacrées à la consommation nationale. Mesdames et messieurs, ces mesures urgentes sont à prendre maintenant et à mettre rapidement en œuvre entre avril et juin 2020. Elles concernent le maïs, le manioc, le maraîcher avec le piment, la tomate, l'aubergine, l'oignon, le gombo, et aussi la laitue, la carotte, le chou et le concombre. Nous n'oublions pas non plus l'igname, la banane plantain et les productions fruitières telles que la mangue, l'ananas et la banane de serre. Ça, c'est par rapport aux mesures que nous devons prendre pour les cultures vivrières. Quand on dit que notre économie est essentiellement basée sur l'agriculture, c'est bien entendu sur le volet des cultures d'exportation que nous appelons d'ordinaire les cultures de rente. Aujourd'hui, avec la pandémie, tous les pays importateurs ont gelé leurs commandes. Pour pallier les effets néfastes du Covid-19 sur les exportations agricoles, le Premier ministre, dans le cadre de cet important discours, a annoncé 250 milliards de francs CFA pour soutenir l'ensemble des acteurs de ce secteur. S'agissant par exemple de la filière anacarde, il faut dire que la commercialisation, sinon la campagne, et le DG est là pour l'attester, la campagne de commercialisation du cajou a été officiellement ouverte le 6 février 2020 sur la base d'un prix minimum Borchardt de 400 francs CFA et d'un prix CAF de référence de 1300 francs US dollars. Bien sûr, avec une prévision de production de 800 000 tonnes de noix de cajou brutes.
Et c'est cela qui fait que nous sommes premier producteur mondial de noix de cajou. Cependant, toutes ces mesures prises par le gouvernement ont été contrariées par la pandémie du Covid-19, qui a conduit aujourd'hui, je dirais, à une paralysie quasi totale de l'activité économique mondiale, entraînant ainsi une importante baisse des prix internationaux qui se situent entre 900 et 1100 $, en dessous donc du prix minimum CAF. C'est pour cela que des mesures urgentes doivent être prises pour permettre l'enlèvement des stocks de noix de cajou aux mains des producteurs. Ces mesures urgentes pour nous se présentent comme suit. Achat de 200 000 tonnes aux producteurs au prix 400 francs par kilogramme par le Conseil du coton et de l'ANACAD et également par le groupement d'intérêt économique que nous avons mis en place. Il y aura aussi la mise en place d'un mécanisme de subvention aux exportateurs pour faire face à la baisse des prix internationaux imposés par Covid-19 afin d'inciter tous les exportateurs à reprendre les achats malgré la conjoncture qui frappe notre pays. Ces mesures sont bénéfiques à plusieurs titres. D'une part, elles devraient permettre l'enlèvement rapide des noix de cajou aux mains des producteurs au prix officiel avant le démarrage de la saison des pluies, qui d'ailleurs a commencé. Un début de structuration d'un nombre important de coopératives, de producteurs et d'acheteurs. Et d'autre part, elle devrait permettre à plus de 400 000 ménages défavorisés de faire face aux difficultés financières qui sont accentuées par le Covid-19 et de répondre aussi à certaines exigences sociales imminentes des fêtes de Pâques, de Ramadan et autres. Le succès de ces mesures est conditionné par la mise en œuvre rapide et la surveillance stricte de nos frontières terrestres, qui voient chaque jour que Dieu fait une bonne quantité de notre production prendre la direction des pays environnants. En ce qui concerne la filière coton, en ce qui concerne, je dois m'arrêter, c'est un secteur important. Voilà. En ce qui concerne la filière coton, parce que tous les producteurs sont là, tous les DG sont là, chacun voudra qu'on parle de son secteur pour ne pas être blâmé, donc souffrez que je puisse terminer. La filière coton, l'évolution de la campagne indique que la production de coton graine pourrait atteindre un niveau record de 510 000 tonnes. Au stade actuel, un volume de plus de 450 000 tonnes est enregistré dans les usines de coton. À l'instar de la plupart des spéculations agricoles, le coton subit l'impact de la pandémie du Covid-19, qui se traduit par une baisse drastique des prix internationaux de la filière, des difficultés d'exécution des contrats déjà signés et de surcharge des entrepôts. C'est vrai que environ 60% de la production de fibres sont déjà vendus par anticipation, mais la difficulté dans les reports
de livraison demandés par les clients internationaux en raison des effets du Covid-19 sont là et qui frappent. Donc les risques portent désormais sur la possibilité d'annulation des contrats par les clients si la situation ne s'améliore. Ainsi, il faut envisager le paiement du complément de subvention de prix aux producteurs et la mise en charge des effets du Covid-19 sur les prix internationaux. Mesdames et messieurs, nous allons parler de la filière café-cacao, dont le directeur général est là. Je veux parler du TG du Conseil du café et du cacao. Je voudrais le saluer parce que cette filière a anticipé déjà en prenant des dispositions internes. Pour le moment, il n'y a pas de rupture dans la commercialisation du café et du cacao. Je dirais même que pour la première campagne, plus de 93% de notre production cacaoyère ont été déjà vendus. Cependant, la filière souhaite qu'une provision soit faite afin de pouvoir faire face à tout risque après juin 2020. Bien sûr, en vue de soutenir les producteurs qui seront certainement lésés par cette crise. Et donc, nous avons besoin de les soutenir. Pour la campagne intermédiaire, malgré la chute des cours mondiaux, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, a tenu à maintenir le prix d'achat bord-champ à 825 francs le kilogramme, soit un effort supplémentaire de 200 francs par kilogramme pour soutenir les producteurs. Parce que le prix CAF a fortement baissé. On aurait dû en tenir compte dans la fixation du nouveau prix. Mais le président, sur la base des propositions et de la présentation des documents au niveau du Conseil des ministres, a décidé que le prix soit le même, malgré la crise. Les filières EVA et palmiers à huile. La production de caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire pour l'année 2019 ressort à un peu plus de 689 000 tonnes de caoutchouc sec. La totalité de cette production est exportée et les principales destinations sont l'Europe, 52%, l'Asie, 30%, l'Amérique, 11%. Les effets de la pandémie Covid-19 se traduisent par des rapports de contrat ou des rapports d'embarquement, ainsi que la chute drastique des cours mondiaux. Ces effets vont nécessairement impacter la trésorerie des entreprises et les revenus des producteurs. La production d'huile de palme brute est estimée à 535 000 tonnes en 2019. Pour la campagne en cours, les prix aux planteurs sont sensibles et je dirais même sensiblement aussi à la baisse, parce que nous sommes passés de 44,32 francs le kilogramme en avril, ou donc de 44 000 francs en avril, alors que nous étions à 54
4,20 francs par kilogramme en mars. Donc vous voyez déjà les effets de cette crise sanitaire sur le palmier à huile. Cette baisse des revenus des producteurs conjuguée à une stagnation des rendements va provoquer incontestablement un endettement des planteurs dans l'impossibilité de rembourser les crédits de campagne. Et pour les filières EVA et palmier à huile, les dispositions urgentes pour nous sont de soutenir les revenus des producteurs pour les produits dont les exportations sont actuellement arrêtées, soutenir les usiniers à ce que les activités et leurs unités agro-industrielles ne soient pas interrompues. Mesdames et messieurs, le gouvernement ivoirien fournit d'importants efforts pour atténuer les effets de la pandémie du Covid-19, hormis les mesures fiscales qui sont nombreuses et qui ont été prises pour soutenir les exportateurs et par ricochet les producteurs. Ce sont près de 300 milliards qui vont être dégagés par l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir le secteur agricole. Nous voudrions donc profiter de votre tribune pour dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui œuvre pour le bien-être de ses concitoyens et qui a toujours placé l'homme au centre de ses actions. Nous n'oublions pas de dire merci à Monsieur le Premier ministre pour son grand discours qui a été fait à la nation et pour la lutte qu'il continue de mener pour permettre à cette pandémie de quitter définitivement notre pays. Par ailleurs, le secteur agricole accompagne les actions du gouvernement dans ces efforts-là. La filière café-cacao a offert 65 millions de francs CFA au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, dont 40 millions de francs CFA par le Conseil café-cacao et 25 millions de francs CFA par un groupement d'exportateurs. Il y a d'autres dons qui sont faits que certainement nous ne pouvons énumérer ici. Déjà hier même, au niveau du ministère, le Conseil du café et du cacao a fait un don en matériel sanitaire à nos structures coopératives qui travaillent dans les différentes localités et dont le montant est de 60 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer votre patience. Vous savez, notre secteur est vaste. Venir parler du ministère de l'Agriculture et de toutes ses activités en un temps record ne nous permet pas de rentrer dans tous les détails. Cependant, nous estimons qu'avec cette crise, il faut être prompt. Et ces propositions que nous faisons, avec des mesures appropriées que nous jugeons urgentes, sont de nature à accompagner le gouvernement qui œuvre, comme je l'ai dit, pour le bien-être de nos parents. Et nous voudrions rassurer nos producteurs que le président de la République se soucie d'eux. C'est pour cela que ce soit le Conseil du coton et de l'anacarde, que ce soit le Conseil du café et du cacao, des missions de sensibilisation sont faites en vue de permettre aux producteurs de pouvoir se conformer aux consignes barrières qui ont été édictées par
le gouvernement de Côte d'Ivoire. Encore une fois, mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier de votre bien aimable attention. Vous venez donc d'entendre ici sur un secteur important, celui de l'agriculture et du développement rural. Vous venez donc d'entendre le ministre Kobena Okwasi Adjoumani. Un secteur important, comme il l'a dit, un secteur auquel ce pays doit tout. Et maintenant, nous allons entendre le docteur Edith Kwasi, conseiller technique au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Docteur Kwasi. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les journalistes, en Côte d'Ivoire, le nombre cumulé de cas positifs au Covid-19 s'élève depuis hier soir à 444, avec les nouveaux 60 cas de la journée d'hier, tels que annoncés par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akawile. Je voudrais m'arrêter ici pour préciser que ce sont les données d'hier et que le traitement, comme j'ai dit hier, des échantillons se font et c'est en général en fin de journée que tous les résultats sont connus et transmis au ministre qui, dans son point du soir, donne les résultats. Donc il ne s'agit pas de points de ce jour, de la journée d'aujourd'hui qu'on ne connaît pas encore. Également, le nombre total de patients à ce jour guéris est de 52, pour les mêmes raisons évidemment, du Covid-10. Aucun nouveau décès n'a été enregistré après les 3 premiers cas. Et toujours, c'est les données d'hier que nous commentons, pour éviter le quiproquo qu'il y a eu. Le Grand Abidjan constitue toujours l'épicentre de la maladie, de la pandémie dans notre pays. Nous sommes donc en pleine phase d'ascension de la propagation de cette maladie, d'où les nouvelles mesures annoncées suite à la réunion du Conseil national de sécurité tenue hier et présidée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Ces mesures visent à renforcer le dispositif de riposte, notamment le renforcement des mesures barrières en rendant obligatoire le port du masque dans le Grand Abidjan, en augmentant les capacités de prise en charge des cas, entre autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vous donnera les détails dans son point journalier de ce soir. Le ministère insiste sur le respect des mesures de prévention et de protection individuelle et collective préconisées par le gouvernement, à savoir la limitation des déplacements, la distanciation sociale, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, l'utilisation de gel et de solutions hydroalcooliques. Il est formellement recommandé de tousser et d'éternuer dans un mouchoir en papier jetable ou, à défaut, dans le pli du coude, sans oublier le port du masque. La maladie à coronavirus est très contagieuse, extrêmement dangereuse. Elle peut être mortelle. Fédérons nos efforts pour la contenir et limiter sa vitesse de propagation dans notre pays par l'engagement de tous. C'est à ce prix que nous arriverons à endiguer ce fléau. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec à sa tête le ministre, le docteur Eugène Akawile, sait compter sur toutes les populations. Le rôle des médias est essentiel dans la sensibilisation et dans la diffusion de l'information vraie. À ce propos, le quotidien Le Temps, dans sa parution numéro 49-41 du 9 avril 2020, a publié « Les urgences médicales du CHU de Treichville sont fermées aux patients. Il n'en est rien. » En réalité, un patient référé d'une structure publique de la place aux suspicions de Covid-19 au CHU de Treichville est décédé 2 heures après son admission le samedi 4 avril 2020.
l'Institut national d'hygiène publique a procédé à la désinfection des locaux et le service a repris. C'est le lieu de préciser que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations, et en particulier les hommes de médias, en cette période de crise sanitaire, à aller à la source de l'information avant toute publication. Enfin, nous rappelons le dispositif de prise en charge en vigueur, à savoir le confinement à domicile, le confinement à l'INJS pour les sujets contacts, la prise en charge des cas dans les structures dédiées et les numéros utiles qui sont le 143, le 125, le 119 et le 101. Je vous remercie, mais avant, je voudrais profiter pour souhaiter un bon vendredi saint, car n'oublions pas que nous sommes en pleine période pascale. Merci. Merci beaucoup, Dr Kwasi. Les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, le personnel technique, tout ce monde constitue l'armée de soldats qui est sur la ligne de front dans le combat contre la pandémie. Le gouvernement en a conscience et le gouvernement prend des mesures pour les équiper, pour équiper les centres de santé. Qu'en est-il, docteur Yapo Serge? Vous êtes le directeur commercial et marketing de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Merci de nous rejoindre ici pour nous faire un point de la distribution des dons aux bénéficiaires. Docteur Yapo. Monsieur le ministre, honorables invités, messieurs les journalistes, je me tiens devant vous au nom du ministre de la Santé et du directeur général de la nouvelle PSP pour faire un peu le point de la distribution des dons reçus par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre du plan de riposte. Et pour rappel, l'État de Côte d'Ivoire a reçu des dons de plusieurs partenaires, et ceux réceptionnés par le ministère de la Santé et transférés à la nouvelle PSP et qui font l'objet de ce point actuel proviennent essentiellement de la Fondation Ali Baba de Chine, du groupe Arise et de la banque SGCI. Et hier, nous avons aussi réceptionné des dons de la République, de l'ambassade de Chine. Et donc, ces dons-là viennent au fur et à mesure de l'eau que nous allons déployer au fil de leur réception par la nouvelle PSP. Il s'agit de plusieurs articles, on peut citer pêle-mêle des gants, des gels, des consommables en fait utilisés dans les mesures barrières éditées par le gouvernement. Donc il s'agit pour nous d'une distribution à plus de 3000 bénéficiaires en termes d'établissements sanitaires, y compris les établissements sanitaires de premier contact, qui sont aussi dans le lot. Donc nous avons pris l'engagement ici devant monsieur le ministre de la Santé afin de finaliser cette distribution-là sur toute l'étendue du territoire en une semaine. Donc le délai c'est demain samedi. Normalement, nous comptons finaliser la distribution à tous les bénéficiaires. Quel est le point à cette date? Donc à la date d'hier, jeudi 9 avril 2020, à 17h30, 252 sites sur 351 sites de livraison ont été donc approvisionnés sur toute l'étendue du territoire prise en compte. Donc soit un pourcentage de 74% de progression. Et sur Abidjan, nous sommes à 73 sites sur 89 qui nous donnent un pourcentage de 82% de sites approvisionnés. Quand nous parlons de sites approvisionnés, c'est des sites qui ont réceptionné effectivement le dispatching des produits que nous avons donnés, notamment des gels, des masques, des thermomètres flash, éventuellement, et des gants. Maintenant, pour les centres spécialisés, on allait plus loin avec des combinaisons parce que c'est eux qui sont habilités à prendre en charge les patients. Et cet état est publié, l'état détaillé de ces structures-là, structure par structure, quantité par quantité, est publié, est donné au ministère de la Santé et est disponible
sur le site de la nouvelle PSP et ses portails sociaux, sur le Facebook aussi. Donc, vous pourrez avoir les détails à ce niveau-là. Nous voulons rappeler que dans cette phase d'urgence, les cibles prioritaires sont le personnel soignant, comme a indiqué monsieur le ministre de la Santé, les forces de défense et de sécurité et les sapeurs-pompiers. C'est les cibles prioritaires. Les cibles prioritaires. Et donc, à la suite de cette première phase d'urgence, qui s'achève samedi, nous prévoyons relancer une autre phase en fin de semaine prochaine, et celle-là va faire l'objet d'une distribution en termes de stock plus important, parce que la nouvelle PSP entend passer des commandes plus importantes auprès de ses fournisseurs, et ces commandes-là sont prévues au cours de la semaine prochaine pour être réceptionnées. Et donc, on aura, à la suite de cette distribution d'urgence-là, un autre plan qui va en fait approvisionner toutes nos structures sanitaires avec des quantités plus conséquentes et qui vont leur permettre notamment d'être un peu plus sereins dans le contact avec les malades. Donc, on voudrait encore une fois insister sur le respect des mesures barrières qui ont été indiquées par le gouvernement, parce que pour l'instant, nous croyons que c'est des mesures qui peuvent permettre, dans cette période-là, de pouvoir freiner en fait la propagation de la maladie. Je vous remercie. Merci beaucoup au docteur Serge Yapo de la nouvelle pharmacie de la santé publique, donc sur les efforts du gouvernement pour approvisionner les centres de santé, en tout cas les premiers bénéficiaires. Et maintenant, nous allons écouter le commissaire principal Bleu Charlemagne qui va nous faire un point de la situation sécuritaire. Merci. Monsieur le ministre de l'Agriculture et des Ressources du Développement rural, ça vous est resté, ressources halieutiques. Ouais. Madame la conseillère technique donc, du ministre de la Santé, Monsieur le représentant de la pharmacie, la nouvelle pharmacie, la santé publique, je voudrais, en m'adressant pour le 17e jour de la mise en œuvre du couvre-feu, dire à nos compatriotes que nos conseils commencent à porter. Hier, les interpellés d'Abidjan au niveau du couvre-feu. Abidjan a fait, les forces de police et de gendarmerie Abidjan ont fait 4 interpellés. Et celles de l'intérieur, 26. Sur 11 préfectures, il y a eu 26, ce qui nous fait un total de 30 interpellés. Au niveau des assistances, 24 personnes assistées, dont 16 pour les urgences sanitaires et 8 pour des questions de dépannage. Assistance à entreprise, dont les activités sont nécessaires à la continuité du service public, donc de nuit. Abidjan a enregistré 15 cas d'espèces et l'intérieur du pays, 9. Au niveau des engins, 0 cas à Abidjan et 4 motos interpellées à l'intérieur du pays pour l'ensemble des 11 préfectures de l'intérieur du pays, préfectures de police s'entend. Au niveau des corps enlevés pour décès naturels à domicile, 5, tous à Abidjan, conduits
dans les différentes morgues de la place. Il est cependant à déplorer pour la saisie incidente qui vient de se faire au niveau de notre corridor sanitaire et sécuritaire à Tengué. Plus d'une 60aine d'engins et bien sûr leurs conducteurs viennent d'être mis aux arrêts pour contournement donc de nos dispositifs, tous à la limite pour des questions de la fête de Pâques. C'est donc ici le lieu, à la veille de la célébration de la résurrection du Christ, de demander à nos compatriotes de savoir mesure garder parce que nos forces sont au front depuis donc le 24 mars dernier pour décourager tous ceux et toutes celles qui auront à l'esprit de mettre en mal les mesures barrières mises en place par l'État de Côte d'Ivoire justement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Pour ce qui est de laisser-passer, donc l'arrêté 128 qui demeure en vigueur du 26 mars dernier instaurait une procédure exceptionnelle d'obtention donc de laisser-passer, puisque le principe, c'est l'isolement d'Abidjan qui est le plus grand foyer donc d'infection au niveau de cette pandémie. Et à titre exceptionnel, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile avait donc commencé, 3 jours seulement, à délivrer des laissez-passer spéciaux, donc à titre exceptionnel, dis-je, à nos compatriotes qui étaient dans le besoin urgent. Devant le flot de demandes, 2200 en 3 jours, messieurs les journalistes, il a plu donc à monsieur le ministre donc la sécurité et de la protection civile de suspendre le 2 avril dernier la procédure de délivrance de ces documents Sésame. Après donc le Conseil national de sécurité d'hier, présidé par le chef de l'État, il a été décidé de la reprise, mais cette fois-ci dans le cadre d'une procédure en ligne des laissez-passer, la délivrance des laissez-passer. Le site, il est visuel. Je pense que le CICG vous fera fort de le communiquer, puisque c'est tout un mécanisme et toutes les formules, je pense depuis ce matin, sont sur les sites officiels. Et c'est donc un site commun. Et en fonction des spécificités des demandeurs, les traitements vont se faire dans un délai raisonnable. Je le dis et je le répète, à titre exceptionnel, ces laissez-passer seront donc délivrés. Au niveau du point global, nous avons donc fait quelques réajustements au regard de tout ce qui avait été donc dit et exprimé ici comme préoccupation des internautes. Nous sommes rentrés dans les détails, Abidjan et intérieur du pays. Donc au niveau des interpellés à ce jour, Abidjan compte 85 interpellés et l'intérieur du pays 540. Au niveau des assistés à Abidjan, donc personne en besoin donc de sécurité sanitaire ou sécurité en termes de dépannage, nous avons à Abidjan 127 et l'intérieur du pays 43, soit 170 cas d'action civilo-militaire. Au niveau des engins mis en fourrière, Abidjan 93, auto, moto, tricycle, et l'intérieur du pays 154. C'est donc les statistiques qui courent depuis le 25 mars, je le précise, jusqu'à ce jour. Au niveau des corps mis donc à la morgue, enlevés et pour les différentes morgues, Abidjan 31 corps, décès naturel toujours, et 4 pour donc
l'intérieur du pays, soit 35 cas de corps enlevés sur la période. Les personnes déférées, cela aussi vous intéressait. C'est 625 personnes interpellées et déférées devant les différents tribunaux de notre pays. Également, vos préoccupations ont porté sur le nombre de personnes attaquées pendant cette période. C'est minime. C'est vrai que nous avons relevé ça ici, suite à vos différentes préoccupations. Au niveau d'Abidjan, c'est 9 cas de personnes agressées sur la période de 17 jours, soit moins d'un cas par jour à Abidjan. Et au niveau de l'intérieur, 4 personnes. Ça fait 13 au total pour 17 jours. Je voudrais donc m'arrêter là en vous souhaitant à vous toutes et à vous tous bonne fête de Pâques. Je vous remercie. Merci beaucoup au porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Charlemagne Bleu. Mesdames et messieurs, vous le savez, nous sommes en direct sur les réseaux sociaux, suivis donc par les internautes. Alors pour commencer, le jeu de questions-réponses, privilège est donné ici donc aux internautes. Première question, un internaute parlant des masques indique que le prix des masques a grimpé jusqu'à 1000 francs CFA dans les pharmacies. Que fait le gouvernement? Deuxième question, toujours des internautes. Au vu des chiffres actuels de cas de contamination, un dépistage en masse et en urgence des populations ivoiriennes ne pourrait-il pas permettre de détecter et isoler le plus tôt possible, isoler le plus tôt possible pour éviter d'avoir un plus grand nombre de cas de contamination? Une question en rapport avec la santé et le développement rural. Au vu de la fuite, c'est le mot utilisé, de la fuite de certaines populations vers les zones rurales, quel dispositif est en place pour permettre à ces populations du monde rural de se protéger de la maladie à coronavirus? Ont-elles la possibilité de se faire dépister dans leurs zones respectives? Voilà déjà pour quelques questions d'internautes. Nous allons prendre des questions ici. Mesdames et messieurs les journalistes, oui, s'il vous plaît. Pardon? Ah, ok, pardon. Yeli Traoré, NCI. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, qui a évoqué les mesures prises pour faire face à une éventuelle pénurie au cas où, par rapport à cette crise de Covid-19. Maintenant, ma question est de savoir jusqu'à quand on peut tenir pour faire face aux besoins de la population, par exemple. Est-ce qu'il faut que la crise s'arrête, comme vous le dites, par exemple, au mois de juin, pour qu'on soit rassuré que tout ira bien, ou au-delà de juin, il faut qu'on commence à s'inquiéter? Ce qu'on ne souhaite pas, bien sûr. Merci. Deuxième question, ici. Oui, madame. Merci de la précision dans vos questions. Blanc de la télévision ivoirienne, juste deux préoccupations. La première au ministre de l'Agriculture. Il a cité beaucoup de mesures urgentes. On veut savoir la priorité parmi les filières. La filière NACAD, filière coton, filière, la priorité pour le moment. Ma deuxième préoccupation, c'est au niveau du port du masque qui est obligatoire depuis hier. Comment en assurer la disponibilité partout et où se rendre pour en avoir? Merci. Voilà, une dernière question sur le site ici, avant de passer la parole aux intervenants. D'accord, merci. Dramous Koné de Fraternité Matin. J'ai deux questions. Ça a trait à l'aspect de la santé. La première question, c'est qu'hier, il a été dit que décider, disons, du confinement obligatoire des personnes âgées, sans qu'il ne soit apporté une précision sur la tranche des personnes d'âge concernées pour ces personnes-là. Et puis, une deuxième préoccupation qui a trait à l'alimentation, c'est qu'il a été aussi décidé, pour empêcher le regroupement des personnes, il a été décidé de la fermeture des restaurants. Alors, est-ce que ce serait possible d'adopter un régime qu'on pourrait appeler les emportés?
à Abidjan au niveau des restaurants? Merci beaucoup. Alors, pour répondre aux questions, je vais inviter ici maintenant Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Vous avez parlé de la fuite des personnes vers les zones rurales. C'est pour tout ça que la Côte d'Ivoire a décidé que pour quitter et aller vers les zones rurales, il faut nécessairement avoir l'autorisation. C'est vrai, tout à l'heure, mon colonel a fait savoir qu'il y a des gens qui procèdent par contournement et que ceux-là aussi ont fait l'objet d'arrestation. Mais je crois que lorsque le président de la République fait en disant que nous devons être disciplinés, mais tout cela participe de la discipline. Abidjan est fermé parce qu'on estime que coronavirus est davantage implanté à Abidjan. Et donc, il faut éviter que les zones rurales soient touchées, les autres villes aussi de l'intérieur. Mais si nous aimons nos parents, mais nous n'avons pas besoin de partir là-bas sans savoir notre statut. C'est pour cela qu'on demande aux uns et aux autres de faire les tests. Si vous faites votre test, que vous êtes bien portant, que vous faites la demande d'aller en zone rurale pour vous reposer, il n'y a pas de problème. Et il va falloir qu'on fasse beaucoup attention et c'est pour cela que nous saluons le gouvernement pour les nouvelles mesures prises afin de freiner un peu ce déferlement vers les zones rurales. Autrement dit, demain, c'est toute la Côte d'Ivoire qui s'en trouvera bouleversée par cette maladie. Donc, c'est un appel que nous lançons à l'endroit de... Nous tous, nous voulons aller saluer nos parents. Moi, pratiquement, j'avais l'habitude d'aller dans le Zanzan, en tout cas, toutes les 2 semaines. Mais ça fait pratiquement 3 mois que nous sommes cloués ici. Encore que hier, face aux rumeurs, moi-même, j'ai fait connaître mon statut de négatif. Mais ce n'est pas une raison pour aller dans les zones rurales. Parce que quand les gens vous voient déjà, ils ont peur. Ils disent, ah, maintenant, ils viennent d'Abidjan, il ne faudrait pas qu'ils nous envoient là. Les gens même vont vous fuir. Donc, mieux vaut rester ici que d'aller là-bas. Parce que quand vous allez là, les gens ont peur. On dit, ah, on dit, la maladie là à Abidjan, c'est maintenant toi tu viens. Même quand tu n'es pas malade. Donc, mieux vaut rester, être confiné à Abidjan. Bon, quand on aura trouvé la solution idoine pour vraiment mettre hors d'état de nuire ce virus-là, alors chacun pourra aller. Voilà ce que je puis dire. Bon, peut-être que les autres interviendront. Par rapport aux restaurants, c'est vrai, les restaurants, tout le monde, aujourd'hui, moi je vois, quand les gens viennent travailler à Abidjan, au plateau, il y avait des restaurants. Mais aujourd'hui, l'État a demandé que le travail soit contenu entre 8h et 14h. Mais à 14h déjà, on peut rentrer chez soi pour vraiment prendre son repas. Les restaurants, on peut préparer à la maison et puis peut-être servir des gens. Je sais que ça se fait comme en Europe. Vous êtes là, vous commandez votre plat et puis ça vous arrive. On a vu même au niveau de la Chine
où le mal a commencé, où des gens préparaient et ils partaient donner à ceux qui étaient confinés dans leur maison. Bon, si on peut trouver des solutions pour permettre aux populations ivoiriennes de disposer de quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais il faut le faire dans les mesures des consignes qui ont été édictées et que nous devons de suivre. Vous avez parlé de l'agriculture. Jusqu'à quand on pourra tenir? Dans mon exposé de tout à l'heure, vous savez, l'igname qui a été produite en 99, c'est cette igname que nous mangeons maintenant. Hein? Quoi? En 2019, j'ai dit quoi? En 2019. Bon, voilà, je vais faire un retour en arrière pour ne pas être atteint de la maladie, parce qu'en 99, il n'y avait pas de maladie. Alors donc, l'igname de 2019, c'est cette igname que nous consommons en 2020, jusqu'à une certaine période donnée. Mais je vous ai dit qu'il y a des semences. Si on ne trouve pas de solution appropriée, nous craignons que ces semences-là ne soient consommées. C'est cela la crainte. Mais nous avons pris des mesures urgentes pour dire que nous devons commencer dès maintenant déjà à mettre en place un système de production qui nous permette de tenir le coup. C'est pour ça que nous avons dit, si rien n'est fait, et Dieu merci, le Premier ministre, dans son discours, a fait savoir que des moyens vont être dégagés pour parer au plus pressé. Et c'est pour ça que nous avons pris des mesures urgentes, pour permettre que d'ici juin, nous puissions être capables de récolter ce que nous avons commencé à produire maintenant, dans le domaine du vivrier surtout, et des cultures maraîchères. Donc soyez rassurés. Pour le moment, nous tenons bon. Même quand vous prenez les routes un peu partout, vous voyez qu'il y a des produits alimentaires sur le marché. Aujourd'hui, la difficulté, c'est comment faire venir les produits agricoles à Abidjan avec le couvre-feu. Et je crois que des décisions sont en train d'être prises pour que ces produits-là nous arrivent. Parce que généralement, c'est la nuit que le vivrier arrive sur Abidjan. Et le dispatching est fait à partir, bien sûr, des stocks disponibles et des sites qui sont connus. Malheureusement, avec la crise, il y a des contraintes. Et ces contraintes-là sont en train d'être levées pour permettre à tous les marchés de disposer de produits et faire face aux besoins quotidiens des consommateurs. Donc, pour le moment, le maïs, vous savez, quand vous allez au nord, vous allez trouver que les greniers sont pleins. Vous allez, nous, dans notre région, vous allez trouver que l'igname est mis dans des granges, mais ce sont ces ignames-là qu'on envoie sur Abidjan et que nous consommons. Mais à un moment donné, si nous n'envisageons pas de remplacer ça par des productions nouvelles, c'est sûr que nous allons connaître la pénurie et ce sera la catastrophe. Or, nous ne voulons pas arriver à la catastrophe. C'est pour ça que nous disons que les décisions du Premier ministre sont salutaires pour nous et vont nous permettre donc de produire et de ne pas freiner le système d'approvisionnement du marché. Madame également a fait savoir que quelles sont, Madame Delphine Blanc, les priorités parmi les filières. Vous savez, tout à l'heure, je me suis concentré sur les priorités de chaque secteur d'activité. Quand vous allez dans le cacao,
le Conseil Café Cacao a des priorités qui ont été vraiment prescrites ici. Au niveau du Conseil Coton en Arcade, c'est la même chose. Chacun a des priorités. Parce qu'aujourd'hui, avec la crise, ce sont des produits de commercialisation. Or, les pays qui exportent nos produits sont tous dans la même situation que nous. Il y a des usines qui sont fermées. Quand vous prenez par exemple le caoutchouc, tous les usiniers ont fermé. Il n'y a plus d'industrie de transformation puisque tout est fermé. Or, nous ne savons pas transformer le caoutchouc. C'est vrai, on a des usines, mais notre capacité de production ou même d'industrialisation ne nous permet pas de transformer tous ces produits. On est obligé de trouver des palliatifs en disant aux producteurs de ne pas faire des saignées. Parce que si vous saignez, il n'y a plus personne pour prendre les fonds de tasse. Qu'est-ce qu'on fait? Or, tant que vous n'avez pas saigné, la sève est toujours contenue dans l'arbre. Et dès que la maladie commence à connaître sa fin, progressivement, on va demander de procéder à de nouvelles saignées. Donc, chaque secteur d'activité a ses priorités et ce sont ces priorités-là que nous avons exposées. Dans tous les cas, 300 milliards, c'est beaucoup. Mais il ne faudrait pas qu'on s'attende aussi à ce qu'on puisse régler tous les problèmes dans l'immédiat. Chacun aura sa part, mais en tenant compte, bien sûr, des priorités parmi les priorités. Sinon, tout est priorité. Voilà ce que je peux dire. Alors, je ne sais... Oui? Vous voulez me poser une question? Je suis là. Monsieur le ministre de l'Agriculture, oui. D'accord, monsieur le CIC, monsieur le directeur du CIC, j'avais votre précision. Mahama Traoré de RTI 1. Monsieur le ministre, vous parliez tantôt de chacun aura sa part. Alors, au niveau des cultures de rente, c'est un gros montant qui a été débloqué, 250 milliards. Alors, comment se fera l'appui, tant au niveau des industriels, des exportateurs et même des producteurs? Comment va se faire vraiment la dotation, l'allocation de cette manne-là à tous ces acteurs de la filière? La deuxième question, vous avez parlé au niveau du volet des cultures vivrières, vous avez parlé de 50 milliards de francs CFA et il y a une action spécifique qui est prévue, c'est la dotation en matériel agricole, la mécanisation de l'agriculture. On sait qu'au dernier Sahara, vous avez lancé un projet. Qu'en est-il de ce projet-là? Et avec ce nouveau-là, quelle est la comparaison qu'on pourrait faire? Sinon, comment est-ce que c'est un prolongement ou c'est le même projet qui sera déployé? Merci. Vous parlez... Vous savez, quand on a demandé à chaque filière de nous faire des propositions, la filière coton en arcade, dont le DG Conseil Coton en arcade est là, quand elle a présenté son plan, elle seule même pouvait avaler les 300 milliards. Mais nous avons demandé qu'elle revoie à la baisse ce qui nous a été donné. Donc, je ne dis pas, on ne peut pas ici déterminer. Il y a un décret qui va être pris en Conseil des ministres. Et à partir du décret, il y aura des arrêtés qui vont définir d'abord comment cet argent-là va être géré. On va se baser sur les filières, mais en même temps aussi, le ministère aura son droit de regard sur comment cet argent va être mis à la disposition des concernés et comment cela aussi va être géré. Donc, disons que les dotations, je ne peux pas les déterminer ici. Chacun a présenté son plan d'action. Sur la base des plans d'action, on verra ce qu'il faut donner aux uns aux autres. Vous avez parlé des cultures vivrières. Vous savez, le vivrier,
quand on parle de la consommation, quand on parle de sécurité alimentaire, c'est d'abord le vivrier. C'est vrai, le cacao, c'est important pour nous, mais combien de personnes ont mangé du chocolat aujourd'hui? Donc c'est l'extérieur. Mais les vrais produits aujourd'hui que nous consommons dans notre pays, ce sont les cultures vivrières. Et vous avez dit que nous avons parlé de mécanisation. Nous avons dit qu'il faut donner des intrants. C'est ça qui est pour nous important. Mais pour pouvoir faire de la production intensive, il faut nécessairement aménager des espaces. Et on ne peut pas aujourd'hui, avec les urgences dont nous parlons, faire des aménagements de façon manuelle. Il faut donc mécaniser notre agriculture. Déjà, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, au cours du Sahara, nous a fait des dons de machines agricoles avec tout leur équipage. Mais ces machines sont là, Dieu merci, qui vont nous aider à faire ce travail-là. Bientôt, nous allons regrouper les différentes filières, affecter ces machines et vont travailler dans le sens des orientations du gouvernement. Mais nous allons renforcer ces acquis par d'autres tracteurs agricoles. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Donc, ne pensez pas que les seuls tracteurs qu'on avait présentés suffisent à eux seuls pour régler le problème de production intensive de cultures vivrières. Mais nous allons tenir compte de ce dont nous disposons déjà et de ce que nous pouvons acquérir dans l'urgence pour permettre de faire de la production à outrance. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ces points de détail. Et maintenant, nous allons sur les questions de santé accueillir le Dr Poissy, Edith, du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Dr Poissy. Merci. Pour les questions, je pense que je vais dire merci au ministre qui a déjà répondu à, en tout cas, une grande partie des questions qui ont été posées sur la fuite en zone rurale et puis le dépistage. Mais on va compléter. Le prix des bastes qui grimpe. Je pense que la NPSP est là. Elle va répondre à ces aspects-là d'approvisionnement et de ce qui se passe sur le marché. Concernant le dépistage de masse, vous avez vu que le gouvernement est en train de mettre en place des infrastructures de prélèvement. Malheureusement, à cause de l'incivisme, je peux dire, de certaines populations, certaines infrastructures ont été saccagées, donc il faut reprendre. Donc, tant que toutes ces infrastructures ne sont pas livrées et fonctionnelles, je pense qu'on ne peut pas commencer déjà cette mesure. Mais toutes les stratégies sont validées par le gouvernement avant qu'elles soient mises en œuvre. Donc, pour le moment, la stratégie n'est pas de dépistage en masse, mais ça pourra venir quand toutes les infrastructures, tant de prélèvement que de prise en charge. Parce que n'oubliez pas que quand on prélève également, il faut aussi prendre en charge le cas, si le cas est positif. Donc, c'est toutes ces mesures-là qui sont nécessaires à ce que la prise en charge soit correcte de bout en bout. Donc, pour l'heure, le dépistage n'est pas systématique. C'est les cas fortement suspects, ils sont pris en compte. Également, je voulais faire remarquer que la Côte d'Ivoire ne produisant pas beaucoup d'intrants, les intrants sont commandés et sont en train d'arriver. Et ce sera le même schéma que la NPSP a expliqué, enfin pas que c'est lui qui va faire, mais je veux dire, on réceptionne, on fait le point et puis on distribue dans les réseaux là où l'activité doit se faire. Au niveau des zones rurales, je voudrais dire que le système de santé il est organisé c'est en pyramide. Il y a 3 niveaux.
il y a les établissements sanitaires de premier contact, il y a le niveau intermédiaire et puis il y a le niveau tertiaire. Et l'activité qui se mène à Abidjan se mène également à l'intérieur du pays. Mais on a dit que l'épicentre de la pandémie se trouve à Abidjan. C'est pour ça que c'est sur Abidjan que les projecteurs sont focalisés. Mais dans mon point du premier jour, j'ai annoncé qu'à l'intérieur du pays, le même dispositif qui est en train d'être mis en place à Abidjan se fait également à l'intérieur du pays. Quand tous ces infrastructures, tous ces dispositifs seront prêts, je pense que les voies les plus autorisées vont faire le point et vous situer de là où se trouve la prise en charge. Mais on a dit que 90% des cas se trouvent à Abidjan. Ça veut dire qu'il y a des cas qui ne sont pas forcément dans le Grand Abidjan. C'est parce que justement ce réseau de soins fonctionne sur 3 niveaux que les cas qui pourraient venir de hors d'Abidjan ont été pris en compte. Dans les districts et des régions, il y a des équipes rapides d'intervention, comme à Abidjan. Donc, une fois que le cas est fortement suspect, la même attitude qui se fait à Abidjan se fait à l'intérieur du pays. Un prélèvement est fait, il y a le minimum à l'intérieur du pays pour le faire, et puis acheminer. Comme pour le moment, c'est l'IPCI qui fait, qui donne les résultats, qui traite, qui analyse, c'est acheminé à l'IPCI sur, dans des conditionnements appropriés, suivant un protocole qui a été mis en compte. Mais le gouvernement a décidé également de décentraliser le traitement des échantillons. On avait cité à Grand Abidjan, en plus de IPCI, le CDRS le retrouve aussi à l'intérieur du pays. Il y a le CHU de Boaké et puis certaines autres localités qui seront d'abord renforcées pour que puissent faire l'activité. Donc l'intérieur du pays n'est pas oublié dans la lutte. Mais si nos parents, si la population cessait de contourner le dispositif et d'aller à l'intérieur du pays, je pense que l'épicentre ne va pas se déplacer d'Abidjan. Donc je pense que le comportement citoyen de chacun d'entre nous est à observer. Les mesures de confinement, je peux dire en griffe de Grand Abidjan, ça répond un peu à ça, afin que l'intérieur du pays ne soit pas contaminé. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Au niveau du port du masque, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, est-ce qu'on va procéder à un confinement général? Je veux dire que les mesures sont prises au cas par cas en fonction de l'évolution de la situation. Qui sont les personnes à risque, les personnes âgées? Bon, je pense que dans la société, il y a les enfants, il y a les adultes, il y a les vieux, et puis il y a les vieillards. Il y a la société est ainsi définie. Pourquoi les sujets âgés? Parce qu'en général, quand on prend de l'âge, on est sujet à beaucoup d'autres maladies, genre le diabète, l'hypertension artérielle et d'autres maladies qui font qu'ils sont vulnérables. Mais il n'y a pas que des vieux qui ont des maladies de ce genre. Donc, toutes les personnes qui sont fragilisées par des maladies sous-jacentes, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, s'ils sont exposés au risque, ils n'ont pas la même réaction que celui qui est apparemment en bonne santé et qui n'a pas de tare cachée, comme je voudrais dire. C'est pour ça que même si la décision de ce que les personnes âgées et fragiles soient confinées de leur propre gré, comme on dit, c'est souhaitable qu'ils se fassent, le ministère, le gouvernement prendra les mesures pour voir comment est-ce que ça va s'organiser. Mais il ne serait pas souhaitable non plus que le jeune qui est dans la maison avec le vieux sorte pour aller prendre la maladie et bien contaminer le vieux qui n'est pas sorti. Donc il y a le comportement à avoir, la distanciation sociale, toutes les mesures barrières qui ont été annoncées pour le moment, elles sont encore en vigueur et elles sont efficaces. Si nous les observons, je pense que nous allons réduire le rythme de propagation de la maladie afin que la Côte d'Ivoire ne soit pas comme certains pays où, je dis, il y a une flambée et les conséquences sont dramatiques. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, non? Je crois avoir... non, il y a une série de 3 questions et je réponds. Je pense que les organisateurs nous diront si on va aller à une deuxième liste. Voilà, nos derniers intervenants seront le directeur
commercial et marketing, communication et marketing de la nouvelle pharmacie de la santé publique sur la question du port du masque. Ensuite, nous aurons, pour terminer, le porte-parole de la police nationale pour qui il y a une question concernant les demandes de sortie du Grand Abidjan. Il s'agit de savoir exactement à quelle adresse écrire pour faire les demandes en ligne. La nouvelle pharmacie de la santé publique. Merci. La question est posée sur l'accessibilité et la surenchère, en fait, dans cette période-là concernant les masques. Nos autorités sont conscientes du problème et il a été convenu que la nouvelle pharmacie de santé publique de Côte d'Ivoire puisse centraliser les achats. Quand je parle de centraliser les achats, c'est utiliser en fait son expertise et son réseau d'achat afin de pouvoir acquérir auprès de ces fournisseurs-là ces consommables à prix réduit. Et je signale que le besoin aussi du privé est compris en fait dans ces commandes. Quand on dit centraliser, nous achetons et nous distribuons au secteur public et aussi au secteur privé. Comme ça, les coûts en fait sont maîtrisés. Donc c'est ce qui a été convenu sur ce volet maîtrise des prix. Bon, le port obligatoire, la question de la disponibilité effectivement se pose. Bon, vous savez, en matière logistique, tout est un processus. Nous avons lancé des achats, si je ne m'abuse, qui avoisinent près d'une centaine de millions de masques. La question, c'est la progression en fait de la réception. Donc les commandes sont passées depuis longtemps et vous convenez avec moi qu'il s'agit d'une problématique planétaire. Et aujourd'hui, on se bat sur les marchés pour acquérir ces masques. Et donc, les premiers lots qui vont arriver sont attendus courant la semaine prochaine, entre le jeudi et le vendredi sûrement. C'est ce que nos données nous disent. Et je l'ai dit dans mes propos que c'est à partir de cela que les approvisionnements plus importants seront faits. Donc, lorsque nous allons recevoir ces masques-là, nous allons aussitôt les déployer dans les deux secteurs. C'est pas évident parce que je vous assure que vous êtes loin de vous imaginer comment ça se passe en fait sur le marché international. Et je pense que nos autorités nous appuient. Ils sont conscients de cette situation-là et nous avons mis tout en place, identifié déjà des fournisseurs. Les masques sont en cours de fabrication. Maintenant, lorsque cela sera achevé, il faut se donner les moyens de les faire venir et c'est ce que nous allons faire au fur et à mesure. Donc pour la question des prix, je pense que ne vous en faites pas. Par le réseau d'achat de la nouvelle PSP, ces prix-là seront communiqués bien sûr par les voies autorisées au niveau du ministère du Commerce. Et puis en termes de disponibilité, c'est au fil du lot. On comprend effectivement l'angoisse, on comprend effectivement l'attente de nos personnels soignants, mais malheureusement, c'est une problématique planétaire qui va être réglée dans les jours à venir. Faites confiance au ministère de la Santé, qui fait confiance aux professionnels de la nouvelle PSP et qui vont s'efforcer en tout cas de rendre disponibles ces masques-là pour la population. Merci. Pour les autorisations de sortie du Grand Abidjan, à quelle adresse écrire? La police nationale. Merci. Tout à l'heure, je parlais donc de la mise en œuvre de l'arrêté 128 du 26 mars 2020 portant interdiction de circulation des personnes et des véhicules relativement au Grand Abidjan. Ça a été suspendu le 2 avril, ça reprend aujourd'hui sur le site officiel, un seul site, pour éviter donc les anarques de toutes sortes. C'est un seul site. Autorisation, point, sécurité, point, gouv.ci. Je reprends, autorisation, point, sécurité, point, gouv.ci. Je vous remercie.
Merci pour la précision militaire. Mesdames et messieurs, le point de presse de ce jour prend fin. Merci de votre présence, merci de votre intérêt et à demain.